La rumeur voudrait qu'il n'y ait plus de cours d'histoire obligatoire au cégep. On en parle dans quelques instants avec le président du comité exécutif de l'Association des professeurs d'histoire au collégial. Moi, je me rappelle de mes cours d'histoire, puis ça a changé ma vie. Mais avant toute chose, Georges Mercier est là, en studio. Bonsoir, Georges. Salut Rémi. As-tu gagné ton élection? Ben, considérant à quel point les deux partis étaient similaires, c'est difficile de l'avoir perdu, mais n'étant pas un grand partisan de Projet Montréal, je n'ai pas perdu. Voilà. Ah, OK, parfait. Bon, ben, Je n'ai pas gagné, désolé, oui. Hey, il va y avoir d'autres élections très importantes, je dirais même peut-être plus importantes sur le plan symbolique que celles qui sont survenues, disons, à Montréal hier. Ce sont les élections à New York. Elles font vraiment jaser. Pour avoir fait de la radio tout l'été dernier, là, c'était un sujet qui revenait souvent, puisqu'il y avait un candidat très étonnant qui va l'emporter, le Zoran Mamdani. Selon les sondages, M. Mamdani l'emporterait. Bon, c'est qui cet homme-là, Ouais, Zoran vas-y. Mamdani? Essayez de me dépeindre, là c'est un terme que j'aime pas, mais le woke par excellence, c'est à peu près lui. Zoran Mamdani, il est pro-palestinien. Il veut taxer les quartiers blancs plus que les autres quartiers de la ville. Il veut des autobus gratuits. Il veut des épiceries subventionnées par l'État. Bon, plein de mesures de gauche, mais tu sais, de gauche Starbucks, là, le genre de gauche que tu t'imagines sortir de l'UQAM. Bien dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que cet homme-là est quasiment une caricature de la gauche, en plus, son père est un professeur, sa mère est une cinéaste, donc c'est un homme qui vient d'un milieu riche. Il n'a jamais eu de vrai job de sa vie avant d'être élu représentant de l'État de New York. Mais malgré ça, les New-Yorkais s'apprêtent à le porter, à lui donner les clés de la mairie. Et ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est que pour une fois, on a comme un genre de vrai populisme de gauche aux États-Unis. Quelqu'un qui fait pas seulement des politiques identitaires, mais il fait aussi des politiques matérielles, concrètes, matérialistes, des enjeux liés au coût de la vie, et ça semble fonctionner. Il va battre Andrew Cuomo, il devrait battre Andrew Cuomo, qui est l'ancien gouverneur de l'État de New York, qui est beaucoup plus lié à l'establishment, qui est plus centriste, qui est plus propre en quelque sorte, et le candidat républicain qui a une présence sur les réseaux sociaux, mais qui ne s'est pas distingué autrement. Puis, ce qui est pas juste périphérique, là, mais ce qui est fondamental dans ce débat-là, ou enfin dans ce sujet-là d'actualité, c'est toute la question juive. Parce que New York est c'est la deuxième place dans le monde où il y a le plus de juifs en dehors d'Israël. Là. C'est peut-être la ville où il y en a le plus en réalité après Tel Aviv. Là. Et pourtant, c'est des politiques. Et lui, il prend position pour la Palestine dans le conflit. Il a refusé de condamner le mot intifada mondial. Ouais. Les Juifs s'en vont vers la Floride. Il y a quelque chose comme le changement de ce qu'est New York aussi à travers l'élection éventuelle de cet homme-là. Et le changement des électeurs juifs de New York, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs juifs qui vont voter pour lui, nonobstant le fait qu'il ait dit Globalize the Intifada, Intifada, soulèvement armé pour les Palestiniens, qu'il a déclaré qu'il demanderait d'arrêter Benjamin Netanyahou s'il arrivait sur le sol de New York. Donc, malgré ça, on vote quand même pour lui. Ce qui va être très intéressant, c'est comment on va interpréter cette course-là. Parce qu'en ce moment, aux États-Unis, le Parti démocrate, depuis l'élection de Trump, c'est toujours pas trouvé. Le Parti démocrate se cherche encore et il hésite entre être à l'extrême gauche, plus populiste, des enjeux plus matériels, ou rester au centre. Et si Zoran Mamdani gagne New York, ce serait la plus grande victoire pour les démocrates depuis que Trump a été réélu, et bien, il y a bien des démocrates de gauche plus radicales. Bon, non, par rapport au Canada, c'est de la gauche normale, mais les démocrates de gauche plus radicales qui vont se dire, ça, c'est la voie à suivre. Le gros problème pour les démocrates, c'est que New York, c'est pas le reste des États-Unis. Le centre à New York, il est beaucoup plus à gauche que le centre dans le Midwest, dans le Kansas, dans d'autres États finalement. Et donc, si les démocrates tirent cette leçon-là, Bernie Sanders, par exemple, faisait campagne avec lui. Alexandra Ocasio-Cortez avec lui aussi. Bernie Sanders a fait campagne avec Mamdani? Oui, tout à fait. Ils ont eu un rassemblement conjoint. Donc, c'est de dire que ce groupe de gauche au sein du Parti démocrate se coalise autour de lui. Si ça arrive, on va avoir un Parti démocrate, peut-être, qui va être beaucoup plus à gauche, ce qui pourrait aussi dire qu'il va réussir à s'aliéner les électeurs. D'un autre côté, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Mamdani a fait quelque chose que les démocrates ont eu beaucoup de misère à faire. Parce que ce qu'il nous disait, le Parti démocrate mainstream, c'était « Vous allez avoir des séminaires en entreprise sur la diversité et l'équité, mais vous n'aurez pas d'augmentation de salaire, par contre. » Mamdani dit « Oui, il va y avoir des séminaires là-dessus, mais en plus, vous allez avoir des augmentations de salaire. » Donc, on a quasiment quelque chose comme une gauche qu'on peut apprécier ou non, mais au moins une gauche qui est cohérente, parce qu'elle se rend compte que le vrai enjeu pour la gauche, c'est les inégalités économiques. C'est pas les identités. Oui, mais il va bien falloir que quelqu'un paye pour ça. Là. Si les riches s'en vont, hein, parce qu'il y a aussi la question du gel des loyers, donc des propriétaires immobiliers pourraient décider de vendre, s'en aller, ben, il va falloir les financer, ces politiques publiques-là. Mais je suis content de t'entendre parler du destin du Parti démocrate à l'échelle nationale via le sort de cet homme-là demain, mardi, à New York, parce que j'ai vu Obama appuyer donc Mamdani. Et là, je me suis dit, waouh, ils ont fait un choix. Oui, mais appuyé à demi-mot. Parce que Barack Obama n'a pas dit « je le soutiens, je lui donne mon soutien ». Il a dit « je le félicite pour sa campagne, je l'encourage ». Il n'était pas obligé de faire ça. Là. Il n'était pas obligé, mais ça montre que les ténors démocrates se gardent une petite marge de manœuvre. Ils se disent si ça fonctionne, on ne veut pas ne pas avoir eu l'air de le soutenir, mais si ça ne fonctionne pas, on veut pouvoir dire « ouais, tu sais, je l'ai encouragé, mais pas tant que ça ».
Bon, autre sujet, est-ce qu'on est sur le point d'entrer dans une autre ère nucléaire, Georges Mercier? Parce que là, on voit la Russie qui fait des tests, les États-Unis dire, ah bon, on va en faire. La Corée du Nord, on le savait, en avait pratiqué également sous terre. C'est inquiétant tout ça, là. On ne vit plus dans les années 80. Ben, la Russie a dévoilé récemment un nouveau missile qui aurait, on dit, la capacité de circuler autour du globe sans avoir à refaire le plein. Un nouveau drone sous-marin qui pourrait Indétectable. indétectables selon le Kremlin. Mais les Russes sont bons pour nous annoncer des choses indétectables qui finissent par être détectées assez rapidement. Bien. Et là, Donald Trump envoie un message sur Truth Social qui demande de reprendre les essais nucléaires. Évidemment, tout dépend. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que c'est désormais la politique des États-Unis de reprendre les essais ou c'est seulement Trump qui s'apprêtait à rencontrer Xi Jinping, qui voulait montrer ses gros muscles et qui a décidé de faire un coup d'éclat qui ne sera pas suivi? Dans tous les cas, c'est très inquiétant parce que c'est quand même un miracle. Et là, j'insiste sur le terme miracle, que depuis que les armes nucléaires ont été utilisées pour la première fois en 1945, aucune autre n'ait été utilisée. Et là, j'invite nos auditeurs, s'ils veulent faire des cauchemars, on est proche de l'Halloween, donc qu'ils fassent des cauchemars, oui. à écouter le plus récent film sur Netflix qui s'appelle House of Dynamite, une maison de dynamite, qui raconte les 20 premières minutes qui suivraient la détection par les États-Unis d'un missile balistique dirigé vers les États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que le film, il est basé sur des faits, il est extrêmement crédible. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est que ça prendrait pas beaucoup de temps là, entre le moment de la détection, disons la Corée du Nord envoie un missile sur les États-Unis, et la réaction des États-Unis, ça prendrait en bas de 30 minutes pour qu'on puisse arriver à un scénario où il y a des milliers de missiles dans les airs et on est proche de ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Dans le film, je ne vous vendrai pas le punch, mais si toutes les nations nucléaires de la planète, parce qu'il y a plein d'erreurs de communication qui peuvent se produire, parce que même si c'est la Corée du Nord qui envoie un missile, si la Russie voit les États-Unis qui se préparent à tirer, elle pourrait elle aussi vouloir tirer. Donc, à partir de ce moment-là, on rentre dans une séquence où la plupart des événements sont incontrôlables, difficilement contrôlables, et ce qui arrive, si tous les pays du monde tirent leurs missiles nucléaires en même temps, on le sait, c'est l'hiver nucléaire, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît. Donc, qu'on recommence à parler de guerre nucléaire, d'armes nucléaires, c'est extrêmement inquiétant parce que jusqu'à maintenant, à peu près tous les pays responsables avaient compris que des bombes atomiques, on en a pour faire peur aux autres, mais jamais, au grand jamais, on les utiliserait. C'est pourquoi il y avait un moratoire sur les tests, qu'on n'en faisait plus depuis les années 90. Là, si les États-Unis recommencent, ça va inciter les autres pays à recommencer aussi. Et on rentre dans un engrenage qui est inquiétant, qui est dangereux, et dont Trump, là-dessus, devrait tempérer ses ardeurs. En même temps, pouvait-on vraiment s'attendre à une autre réaction de la part de Donald Trump à partir du moment que les Russes, qui sont l'ennemi public numéro un, disent « nous, on fait des tests ». Oui, mais ils ne testent pas des bombes. Ils testent des armes pour amener des bombes à certains endroits. Et les États-Unis étaient au courant de ça. S'il y a bien un programme qui est surveillé, un enjeu qui est surveillé par les services de renseignement, c'est tout ce qui est lié au nucléaire. Donald Trump, là, il joue vraiment avec le feu. Après, si ça ne se transforme pas en politique concrète, on pourrait s'en tirer. Merci, Georges, merci. Merci à toi, Rémi.